Cet après-midi, on va parler un petit peu de luxe, mode et beauté. Alors j'aurais pu faire une après-midi complète parce qu'il se passe beaucoup de choses. Juste avant de démarrer, trois petites choses. Il y a 3-4 ans, j'étais assez pessimiste sur ces industries. J'avais quand même l'impression qu'on était dans des très belles entreprises, mais qui restaient beaucoup sur leurs acquis. Pour moi, le luxe, il y a encore quelques années, c'était on regarde essentiellement son patrimoine et son héritage. On a un peu finalement des marques sous verre et on oublie que dans le luxe, c'est oui l'héritage, le savoir-faire, mais c'est aussi la création et l'innovation. Et ce qu'on pouvait peut-être trouver oui dans les défilés, on avait du mal à le retrouver sur le digital. Il y avait quand même un côté, le digital c'est un peu sale, c'est un peu déceptif, c'est pas très qualitatif. La deuxième chose, c'est que dans le luxe, essentiellement pendant des années, on s'est, on va dire, coopté. Alors comme tous les autres étaient mauvais, c'était pas grave, hein, on prenait des gens mauvais des autres entreprises et puis qui n'étaient pas digitaux et finalement personne n'était en avance. Là, je vois vraiment depuis 2 ans une ouverture énorme où d'un seul coup toutes les maisons de luxe sont allées recruter des gens de cabinet de conseil, des gens de la grande distribution, des gens de la grande consommation, tout en gardant plein d'experts qui maîtrisent très très bien leur métier du luxe. Et là, je trouve que du coup, il y a une belle accélération. Depuis 2 ans, il y a un rattrapage, il y a un côté volontariste. Avant, c'était un peu, quand on n'a pas le choix, on ouvre un site e-commerce, mais enfin, ça ne nous intéresse pas trop. Là, on sent que voilà, il y a une vraie volonté. Bon, on le voit entre autres avec la présence assez marquée d'LVMH à Vivatech, mais Kering a recruté énormément, Chanel et Hermès, enfin, toutes ces grandes maisons sont en train d'accélérer très très fort et on sent que ça y est. C'est plus est-ce qu'on doit y aller ou pas, est-ce qu'on doit aller sur les réseaux sociaux ou pas, c'est on y va, on met les moyens, on veut accélérer. De toute façon, notre plus gros marché, c'est la Chine. Et là-bas, s'il y a bien un endroit où les consommateurs sont connectés, c'est là-bas. Alors même si c'est sur d'autres réseaux sociaux et d'autres outils. Voilà, donc ça accélère pas mal. Et puis, sur la mode et la beauté, la mode, on voit bien qu'ils sont quand même fortement challengés. Il y a eu une accélération avec la fast fashion, avec Zara et les autres, qui ont un peu challengé les acteurs existants. Il y a plein de nouvelles digital native, vertical brand qui sont arrivés via le e-commerce, il y a les acteurs e-commerce, il y a aujourd'hui une grosse pression sur l'impact du textile en termes écologiques, sur la beauté, sur les plastiques et sur les formules. Et donc, comme souvent, c'est dans l'adversité qu'on devient meilleur. C'est finalement quand tous ces modèles sont un peu en train d'être challengés par le client que ça nous force à innover, à changer, à se reposer des questions. On voit bien qu'il y a une nouvelle génération qui est aussi en train d'arriver dans ces entreprises-là, avec des gens un peu plus jeunes qui sont moins en train de faire toute leur carrière et de perpétuer le même modèle, mais plutôt en train de devoir rechanger les choses, se réadapter au consommateur. Et ce consommateur du luxe qui a lui aussi beaucoup changé, enfin qui est en train de devenir beaucoup plus varié et différent, parce que le consommateur du luxe, c'est aussi bien Zuckerberg qui est multimilliardaire et qui s'habille en Gap et qui roule en Prius et qui n'est pas en Armani et qui n'est pas en Lamborghini, que les Russes et les Chinois qui vont toujours adorer les belles marques et les gros logos. Donc on voit bien qu'il y a une mixité, il y a un mélange, il y a une diversité qui n'est pas simple à adresser. Alors, on va juste retenir 3 choses ensemble cet après-midi. On va reparler un petit peu de... Alors ça paraît toujours un peu bullshit, finalement, shopping for good, mais de se dire quand même la raison d'être, le sens, finalement l'impact qu'on a sur la société, l'environnement et le reste, c'est quand même de se dire c'est un peu l'âge de raison. On commence à se rappeler que le profit, les quarters, c'est bien, mais finalement que derrière ce qu'on fait, on commence soit parce qu'on a des envies, on va voir quelques marques où il y a une vraie conviction, soit parce que c'est le client et les ONG et les gouvernements qui nous mettent la pression. Évidemment, on va parler de data et d'IA, et s'il y a bien un domaine où customiser, faire du sur-mesure, c'était bien le luxe, donc on avait le côté artisanal, mais aujourd'hui on va pouvoir faire de l'artisanat at scale, et là ça va être intéressant. Et puis on va reparler d'expérience client, parce que là encore je trouve que le luxe pendant très longtemps a prétendu avoir une expérience en point de vente supérieure à la moyenne, ce qui est souvent encore le cas. C'est pas le cas sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui vous allez sur un site d'une marque de luxe sur Internet, c'est très beau, ça marche plutôt bien, mais est-ce que c'est au-dessus de la moyenne? Est-ce qu'aujourd'hui, le site d'une marque de luxe est au-dessus d'un Airbnb, d'un Uber ou d'un Netflix? Je ne suis pas sûr. Sauf qu'un Airbnb, un Uber, un Netflix, c'est de la grande conso, grand public. Donc si on est à peine égal, voire en deçà de ce qui est censé être le grand public, il y a un souci.
Donc c'est là où effectivement il faut se reposer la question, et là où il y a encore quelques années on ne voyait que des directions de la création, des directions du design, de l'image, on commence à avoir des directions de l'expérience client et des UX designers, des CX designers qui arrivent dans les maisons. Ce qui n'était encore pas le cas, on avait des graphistes ou des designers, mais on n'avait pas ce côté expérience vu comme quelque chose de noble sur Internet. Alors sur Shopping for Good, on voit bien, alors au-delà du luxe, que les marques sont vraiment en train de se reposer la question de leur responsabilité dans la société. Et finalement, pendant des années, être une marque, c'était on essaie de plaire au maximum de gens en fâchant personne. Sauf qu'à force de faire ça, on n'est plus rien pour personne. Évidemment, le luxe, de toute façon, on ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est pas forcément non plus l'idée. Mais on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui comprennent qu'à un moment, il va falloir oser s'engager pour certaines causes ou certaines notions ou certaines valeurs, quitte à prendre des risques, quitte à accepter que tout le monde ne sera pas d'accord, voire que dans certains cas, les gens ne vont pas être d'accord. Donc je pense que vous avez entendu tous parler de la campagne Gillette aux États-Unis, qui est... Voilà, Gillette, pendant des années, on a tous vu notre pub de rasoir. Sois un mec viril avec ta salle de bain, va faire du rugby et c'est super. Bon, eux-mêmes sont en train de se rendre compte que ce modèle-là, il devient un peu absurde, qu'il y a un peu une nouvelle masculinité à développer. Et donc, ils ont essayé de proposer un spot qui n'a pas forcément plu à tout le monde aux États-Unis, mais en même temps, eux, ils l'ont assumé en disant il est temps que nous changions parce que la société a changé. Il y a des gens qui ne sont pas encore prêts ou que ça va rebuter, mais on l'assume. Parce que finalement, aujourd'hui, on doit être très clair sur ce qu'on est, sur ce qu'on n'est pas. Je vais vous remettre le spot pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si on peut avoir du son. Ouais. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. It's been going on far too long. We can't laugh it off. What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Wow, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big Yo, men, we're excellent. and small. But some is not enough. That's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Voilà, donc il y a vraiment suite à MeToo, à Weinstein, etc. Et qui est intéressant aussi de dire que finalement le féminisme c'est pas qu'une histoire de femmes, c'est aussi une histoire de les hommes et la façon d'éduquer leurs enfants et leurs garçons entre autres. Voilà, donc évidemment ça a fait beaucoup de buzz, il y a eu aussi beaucoup de bad buzz, mais finalement voilà, Gillette n'a pas changé, n'a pas arrêté la campagne. La deuxième, alors je vous ai pas mis la vidéo, mais c'est Kaepernick de Nike, donc ça je sais pas si vous l'avez suivi, aux États-Unis il y a quand même toujours un problème racial assez important et donc un des joueurs de football américain les plus connus pendant l'hymne national avait tendance à mettre un genou à terre pour dire certes je défends mon pays, mais il y a un problème aujourd'hui dans la société et je veux montrer que je suis pas d'accord, ce qui lui a coûté sa place. Et donc Nike a décidé de le prendre en égérie avec un peu le slogan qui était si vous croyez dans quelque chose, soyez prêts à tout perdre en fait. Et lui, puisque lui pour le coup il a perdu sa carrière. Et donc là, ça a fait énormément pareil de conversations. Il y a plein de gens qui ont brûlé leur Nike, qui ont mis des vidéos, mais eux ont assumé. Alors d'abord parce qu'ils ont quand même fait une bonne étude socio-démo en se disant on va plus plaire aux jeunes, c'est les jeunes nos clients, donc même si on a des vieux fachos conservateurs qui nous aiment pas, c'est pas grave, mais effectivement il faut quand même avoir ce courage de se dire ça aurait été plus simple de rien faire.
Et donc on va assumer de prendre un risque, de défendre une cause. Et ça, c'est vrai qu'on le voit quand même beaucoup plus chez les marques anglo-saxonnes qui sont prêts sur les LGBT, sur tout un tas de sujets, à prendre position. Alors qu'on sent encore qu'en Europe, bon, on n'a pas trop envie de mettre les pieds dans la politique, on n'a pas trop envie de prendre de risques, mais effectivement, à force de ne pas prendre de risques, on ne parle pas à grand monde. Donc on voit qu'en 2015, il y en a qui nous disaient c'était l'année de l'innovation, et puis du earned media. En 2016, il fallait créer de la relation, on était dans les débuts réaccélération du CRM. En 2017, voilà, les gens avaient des convictions. 2018, on dit maintenant, voilà, il ne suffit pas d'avoir des valeurs, maintenant il faut prendre position. Il faut vraiment, quand il y a quelque chose qui ne vous va pas, quand il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous devez montrer à vos clients que vous croyez dans quelque chose. Parce que la réalité, c'est que tous vos produits, même dans le luxe, on peut trouver l'équivalent ailleurs. Alors, pas exactement le même produit, mais l'équivalent. Donc finalement, un sac à main, c'est un sac à main. Enfin, maintenant, pourquoi je prendrais un sac à main de votre marque ? Au-delà de la qualité, c'est parce que derrière, il y a une vision, il y a des valeurs, il y a une créativité. Et donc, effectivement, on attend un petit peu plus. Une des premières marques en mode qui s'est vraiment engagée, mais sincèrement, et pas en greenwashing depuis des années, c'est Patagonia. Si vous voulez vraiment regarder aujourd'hui en termes d'impact environnemental, en premier et un peu sociétal, Patagonia fait un boulot formidable depuis plusieurs années. Ils ont les 4 R, donc Reduce, donc dans tout ce qu'ils font, ils sont constamment depuis le début en train d'essayer de réduire leur impact écologique, réduire les matériaux non recyclables, réduire l'énergie utilisée. Repair, donc là ils ont même un service où vous pouvez renvoyer vos produits usagés, ils vont vous les réparer. Ce qui est très très rare, il y a encore plein de marques aujourd'hui, le produit n'est pas réparé, on le jette. Alors en luxe, en théorie, ici, on peut quand même retourner dans une boutique et le faire réparer. Mais en marque pas de luxe, par exemple, il y a Seb, il y a 2 ans, qui a annoncé que quasiment tous leurs nouveaux produits seraient réparables pendant 10 ans. Donc ils feront les pièces détachées. Alors que souvent en électronique, on se dit, le truc est cassé, j'en rachète un autre, ça coûtera plus cher de le réparer, voire c'est pas possible. Reuse, donc là, c'est effectivement l'idée de pouvoir. Ils ont une marketplace pour les produits de deuxième main. Donc là, c'est vraiment de pouvoir dire, si vous ne voulez plus, vous n'avez plus besoin de votre doudoune Patagonia, vous pouvez la revendre à un autre utilisateur. Et ça, c'est assez tabou dans le luxe. Mais en même temps, on voit bien que Vestiaire Collective et tout un tas, là, il y a Galeries Lafayette qui le teste, il y a Camaïeu qui le teste. Il y a vraiment une Asos qui a déjà une marketplace depuis longtemps. Et vous savez tous que dans le luxe, il y a une nouvelle loi qui est passée. Vous n'avez plus le droit de détruire vos invendus. Donc, ça veut dire qu'il va bien falloir en faire quelque chose. Et donc, soit vous le vendez chez vente privée, soit effectivement tout doucement, et reprendre la main aussi sur le second marché, c'est intéressant parce que là où il y avait beaucoup de contrefaçons sur eBay, où quelqu'un pourrait vendre des produits vraiment défectueux, pourquoi pas en contrôlant ce marché de la deuxième main, en pouvant par exemple proposer aux gens de ramener les produits, de les recertifier ou de les réparer, de les remettre à niveau, ça réduit quand même les risques d'avoir des produits défectueux ou trop abîmés. Mais effectivement, c'est un tabou à briser. Puis Recycle, où effectivement, ils vont travailler beaucoup sur le recyclage. Et effectivement, ils ont même fait des campagnes avec « N'achetez pas cette jaquette » en disant si vraiment vous n'en avez pas besoin, si vous ne pouvez pas l'acheter d'occasion. Enfin, posez-vous des vraies questions quand vous voulez acheter quelque chose, si ça a vraiment un sens derrière. Beauty Counter, donc, qui est une marque de cosméto aux États-Unis, qui se vend beaucoup par le porte-à-porte, avec un peu en mode Tupperware. Elles ont 10 000 consultantes, vendeuses, et là, elles ont payé le voyage à 100 de leurs employés pour venir lobbyer à Washington par rapport à des nouvelles normes sur le fait de pouvoir interdire ou pas produits dans les produits cosmétiques. Et elles se sont dit, voilà, là aussi, on a un devoir citoyen d'aider nos employés à savoir comment lobbyer, à savoir là où ça se passe, à les emmener et pas de payer des lobbyistes, mais finalement d'emmener nos propres employés, prendre la parole pour remonter finalement le feedback de leurs clientes là où ça se passe à Washington. Donc ça aussi, c'est intéressant sur la mobilisation citoyenne par cette entreprise-là. On sait tous que la fast fashion, déjà, outre le fait que ça remplit nos placards de trucs qu'on n'a jamais mis, c'est fait vraiment pas cher. Donc si c'est fait pas cher, c'est fait au Bangladesh, c'est fait en Inde, c'est fait en Chine, avec des conditions qui sont loin d'être optimales, puisque comme il n'y a pas trop de sécurité, là, c'était la catastrophe du Rana
Plaza où il y a eu ce qui était une zone de fabrication où il y a eu plein de travailleurs qui ont été écrasés au Bangladesh et où on a retrouvé évidemment les étiquettes de toutes les grandes marques qui ne savaient pas, n'étaient pas au courant parce que c'est toujours avec la chaîne des sous-traitants, hein, personne n'est responsable, mais enfin tout le monde achète. Il faut quand même savoir que Zara produit 450 millions de vêtements par an, c'est 500 nouveaux modèles par semaine, c'est 20 000 nouveaux modèles par an. Il y a 811% d'augmentation des déchets textiles depuis 1960 et que le textile, ça consomme beaucoup d'eau. Donc dans des pays où même il n'y a pas limite assez d'eau potable, on en est à prendre l'eau pour faire des jeans, pour faire qu'on portera peut-être pas et qu'on va acheter directement à la poubelle. Donc là, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience croissante de la part des médias, des consommateurs et que de plus en plus, on a Marie Kondo aussi, qui est là pour nous dire finalement que presque c'est stressant d'avoir trop de trucs et qu'on se sent envahi et qu'on est en train de se noyer. Enfin, aux États-Unis, c'est quand même en train de payer Marie Kondo pour venir payer quelqu'un pour vous aider à acheter moins de trucs, quoi. Et on a des vrais problèmes dans le monde développé. Mais ça montre voilà, qu'on est aussi... Il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu cette société de consommation qui est assez géniale de dire on a du choix, mais finalement on se dit qu'avoir trop de choix, est-ce que finalement c'est une bonne chose? Et c'est là aussi où je pense que le luxe a sa carte à jouer sur le côté, c'est plus forcément d'acheter beaucoup de choses, mais c'est d'acheter des choses qu'on a vraiment sélectionnées, choisies avec attention, qui vont durer dans le temps, qui sont réparables, qui ont une qualité, qui ont un savoir-faire et qui sont évidemment, en théorie c'est quand même la logique du luxe, faits avec une certaine proximité plutôt que d'être fait à l'autre bout du monde dans une usine en Chine et ramené avec un bateau qui pollue. Sachez aussi qu'il risque d'y avoir des petits changements. En fin 2020, il y a une nouvelle loi qui fait que en tout cas une partie du trafic maritime va devoir passer. Là aujourd'hui, vous savez, ils utilisent du brut dégueulasse qui pollue à fond dans les bateaux. Ils vont devoir passer au diesel. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un renchérissement énorme du fret maritime. Donc là où aujourd'hui vous vous retrouvez des fois en concurrence avec des marques pas de luxe mais premium qui fabriquent pas cher ailleurs, ce coût de transfert maritime risque de devenir beaucoup plus important. Donc ça va peut-être aussi ralentir les choses. Si d'ici là Trump n'a pas interdit aux sociétés américaines de travailler avec la Chine directement, et donc ils ne sont pas obligés de relocaliser la production. Donc la surconsommation en 2009, il y avait cette logique de... En gros, tout le monde, on va dire, dans les années 2000-2010, on était un peu sorti en disant oui, mais nous, c'est recyclable. Sauf que souvent, c'était pas recyclé. Donc, en théorie, on pouvait recycler le plastique, sauf qu'il n'y avait pas forcément de filière pour récupérer le plastique. C'était pas trié, c'était pas récupéré. Donc, en fait, c'était pas recyclé. Et même le plastique, de manière générale, c'est recyclable un certain nombre de fois. Donc en fait, c'est reculer pour mieux sauter, ça règle pas vraiment le problème. Donc là, on voit bien que tout doucement, on veut mieux savoir d'où ça vient, comment c'est fait, comment ça va finir. Et puis là, 2009, on sent que ça, il y a du plastique partout, on est tous allés à la plage, on a tous vu des algues sur nos plages, on a tous vu du plastique flotter. Là, on se dit tous, on va dans le mur à vitesse grand V. La prise de conscience, elle est tellement tangible qu'en 18 mois, je pense que le sujet du plastique et du recyclage, il a accéléré d'une force assez conséquente. Alors, on verra comment c'est fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler à Shanghai. Vous savez tous qu'il y a le social score en Chine. Donc, tous les citoyens chinois désormais ont un score lié à leur comportement. Donc, c'est comme un score un peu Internet, mais si vous ne traversez pas dans les clous, que la caméra vous voit et que vous reconnaît avec la biométrie, votre score va baisser. Si vous avez fait un excès de vitesse, vous n'avez pas payé quelqu'un, votre score baisse. Et si votre score baisse, vous n'avez plus le droit de prendre le train, ou plus le droit de prendre l'avion, vous n'avez plus le droit d'avoir tel ou tel job. Donc il y a des conséquences très concrètes. À Shanghai, il y a 2 mois, ils ont lancé le tri sélectif. Si vous ne mettez pas vos déchets dans la bonne poubelle, votre score baisse. Donc ça a créé un peu de polémique pendant 3 semaines parce qu'ils étaient vraiment flippés, parce qu'ils se rendaient vraiment compte que si on se trompe, il y a pénalité. Donc ils ont mis 40 000 personnes pour aider à conseiller les gens pendant... Mais voilà, alors c'est peut-être pas très démocratique ou sympathique, mais eux, le tri sélectif, il va être fait très vite à Shanghai pour plusieurs millions de personnes d'un coup. Et ça sera réglé tout court. Donc c'est là où il faut peut-être trouver un juste milieu entre nous, où on parle beaucoup, on se plaint beaucoup, mais finalement on ne change pas grand-chose. Et puis les Chinois qui sont en mode on sort le bâton, on tape, mais en même temps c'est réglé.
Donc voilà, la bonne nouvelle quand même, c'est que des pays à la taille de la Chine vont peut-être, qui étaient très en retard sur la pollution, vont peut-être être bien meilleurs que nous en quelques années grâce à ces actions-là. Alors évidemment, on avait déjà et d'autres marques qui sont nées dès le début en étant assez vertueuses. Donc là, entre autres, elles utilisent des déchets d'autres produits pour créer leurs propres produits. Donc ça, c'est une façon de faire. Mais un jour, même ces produits-là finiront en déchets, donc il faut voir ce qui se passe derrière. On a quand même Zara qui commence à s'engager. Alors c'est toujours facile en 2025 ou en 2042. La direction ne sera plus là, il y en aura d'autres derrière. Bonne chance et bon cadeau. Mais bon, quand même, on voit bien qu'eux-mêmes se sentent obligés de devoir commencer à prendre la parole là-dessus. Et en Suède, c'est carrément cette année la Fashion Week qui a été annulée. Ils ont dit, en fait, notre propre industrie, on doit d'abord résoudre des trucs avant de refaire une Fashion Week, parce que pour tout un tas de raisons, ça va pas. Donc là aussi, vous avez entendu aussi parler tout doucement des gens qui commencent à se poser la question de prendre l'avion trop souvent. Alors on parlera pas de Greta qui est allée en bateau à New York, mais voilà, on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Alors des fois, elle va trop loin, c'est un peu maladroit, mais en tout cas, voilà, on va pas pouvoir continuer très longtemps sans prendre la parole, répondre aux questions des gens, s'engager, faire des efforts et faire mieux. Alors on peut aller très loin. Ça, c'est État libre d'Orange qui vient de lancer un parfum qui s'appelle I Am Trash. Un parfum fabriqué, écoutez bien, à partir de déchets. Oui, oui, non, non. Hein. Effectivement, si on ne le sait pas, on ne se rend pas compte que c'est un parfum issu des déchets, comme vous dites. Voilà, donc je sais pas si ça, ils ont toute une série, je sais pas si ça vous inspirera, mais c'est intéressant. Alors évidemment, il y a aussi tout le sujet de la cruauté animale. On voit bien toutes les vidéos qui peuvent être faites dans les avec les animaux quand on les tue. Je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Avec L314. En tout cas, il y a une problématique de se poser aussi la question de son impact. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Dans le luxe, on utilise beaucoup de cuir. Le cuir, ça ne pousse pas sur les arbres. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Donc, est-ce qu'on tue des animaux ou pas? Dans quelles conditions dans les abattoirs? Voilà, excusez-moi tout à l'heure. Vous savez aussi, d'après vous, est-ce que si je prends Clarins, L'Oréal, Chanel et d'autres, est-ce qu'ils font des tests sur animaux? Je vous pose la question. Voilà. En fait, la plupart ne font plus de tests sur animaux parce que déjà, ils n'aiment pas ça, ils n'en ont plus besoin, voire c'est interdit en Europe. Mais en fait, si aujourd'hui, vous voulez pouvoir avoir une mise sur le marché en Chine, c'est obligatoire. Donc c'est là où, on va dire, ces marques sont un peu ennuyées et ce n'est pas de leur faute. C'est que quand y a des gens qui viennent dire « Oui, mais c'est dégueulasse, vous faites sur des tests sur animaux », ils ont envie de dire « Bah non », sauf en Chine, qui est quand même pas le plus petit marché. Mais en même temps, c'est parce que c'est le législateur chinois. Et aujourd'hui, faire une croix sur la Chine, c'est compliqué quand même, vu la taille et la croissance du marché. Donc on voit bien que ça ne dépend pas que des marques, mais qu'il y a un moment, c'est un débat, plus le débat est public, plus il y a une pression des consommateurs, plus ça peut aider ces marques qui, là, pour le coup, ont plutôt envie de bien faire, d'aller dans le bon sens. Donc aujourd'hui, l'interdiction, elle est déjà en Europe, mais effectivement, l'idée, c'est d'aller chercher les derniers pays qui ne le sont pas, ou trouver aujourd'hui d'autres matériaux. Donc là, par exemple, c'est du cuir de poisson. Donc qui est fait avec de la peau de poisson. Donc on commence à trouver des alternatives. Ça, c'est Serum Miracle. Donc eux, ils ont essayé justement de ruser avec la Chine. Donc pour les consommateurs chinois, en fait, ils envoient un peu via Hong Kong directement aux clients par la poste, en espérant que ça ne se fait pas attraper par la douane. Mais c'est presque illégal. C'est qu'en théorie, s'ils voulaient faire les choses bien, ils devraient faire les tests. Donc pour le moment, c'est quand même pas terrible de devoir trouver ce type de superfuge-là. Alors, Clarins, eux, ils ont lancé My Clarins, qui est une des premières gammes vegan et cruelty-free. Et donc, du coup, eux, ils ont accepté que sur cette gamme-là, elle ne sera pas vendue en Chine. Donc, c'est un choix qui n'est pas anodin. Alors, évidemment, c'est sur les jeunes, c'est sur un petit bout de leur marché. Donc, c'est pas évident. C'est là où il n'y a pas forcément une réponse unique pour tout le monde. Mais on voit bien qu'il y a plein de choses. Il suffit pas de...
toutes les lois et les cultures et les pratiques sont pas toujours les mêmes. Donc c'est pas toujours simple de plaire à tout le monde. Je sais que là, les dernières semaines, il y a pas mal de marques de luxe et de cosmétiques qui se sont arrachés les cheveux parce que tout le monde était parti en vacances, sauf qu'on leur a dit vous avez regardé sur votre site web Hong Kong si c'était séparé de la Chine ou pas t'as 2 jours pour tout changer parce que sinon on va se faire allumer sévère. Et vous auriez pu démarrer en disant oui, mais est-ce que c'est juste ou pas? Non, t'as vu la taille du marché chinois, on va juste changer le site web et voilà. Donc on voit bien que c'est pas toujours que les marques veulent mal faire ou c'est bon, il y a des logiques de marché qui font que voilà, mais plus aussi le consommateur pourra prendre la parole, plus il y aura une pression des 2 côtés pour essayer de trouver le juste milieu. Alors le cuir, il y a plein de nouvelles façons de le faire. Il y a Pignatex, c'est du cuir d'ananas. Modern Mido, c'est carrément du cuir bioprinté. Donc là, on va vraiment créer du cuir en éprouvette. D'ailleurs, ils font aussi des steaks. Et donc là, c'est réellement du cuir, c'est des protéines, c'est du vrai cuir, mais il n'y a jamais eu d'animal. Donc on n'a jamais tué d'animaux. Donc en théorie, même un vegan devrait pouvoir manger des steaks de Modern Mido puisque c'est des protéines, mais pas vraiment animales. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire plein de choses. Dites-vous aujourd'hui que le cuir, c'est au-delà de la souffrance animale, c'est une des industries qui pollue le plus. Quand on veut le tanner, quand on veut le teindre, c'est énormément de produits chimiques. Et en plus, évidemment, tout n'est pas bon dans la peau. Enfin, des fois, il y a des défauts, etc. Donc, il y a beaucoup de gâchis. Donc, on tue une vache complète qui, elle-même, a consommé beaucoup d'eau, beaucoup de fourrage, qui a généré du gaz et du méthane. Si demain, toute une partie de l'élevage, on peut le faire directement en éprouvette et à la limite imprimer, parce que c'est quand même les chaussures, les manteaux, les canapés. Enfin, c'est beaucoup de choses, le cuir. Donc demain, ça va être intéressant de voir aussi quelle alternative on peut avoir. Peut-être que dans certains cas, on continuera. Voilà, on voit aussi certaines marques de luxe, par exemple, qui viennent d'annoncer qu'elles ne feraient plus de cuir d'animaux exotiques. Elle ferait plus de boa, elle ferait plus de... Bon, le crocodile, comme on a des fermes, mais c'est pas... Enfin, on en a en quantité industrielle, c'est pas un problème. Mais sur certaines races, ils refusent maintenant de faire ces cuirs-là parce qu'il n'y a plus assez d'animaux de ces espèces-là. Et donc, c'est un engagement. Donc ça, c'est intéressant. Ça va être des alternatives grâce à la technologie. Sur le sujet développement durable, il y avait un très bon salon qui a eu lieu en avril qui s'appelle SB Paris, Sustainable Brand Paris. Je ne sais pas s'il y aura une nouvelle édition l'année prochaine, mais c'est intéressant de voir que c'était un salon américain. Il avait eu lieu une fois en Allemagne et en Hollande. Là, cette année, c'était pour toute l'Europe à Paris. Donc, on voit qu'il y a quand même une accélération des choses et du sujet. On est en train de bosser nous-mêmes sur une matrice au Hub Institute avec 2 consultants, Julien Morel et Mirella Orlovic, pour essayer justement de se dire tout le monde en parle, mais finalement, ce n'est pas un sujet simple. Il n'y a pas de solution simpliste et c'est à la fois sociétal, c'est à la fois environnemental, c'est à la fois de la gouvernance. Donc c'est tout un tas de sujets très complexes qui s'emboîtent les uns avec les autres qu'on va devoir articuler si on veut pouvoir changer positivement les choses. Parce qu'on se dit toujours, c'est très simple, le plastique c'est pas bien, on va mettre du verre. Oui, mais le verre, il faut le transporter, ça pèse plus lourd, ça consomme plus d'essence. On va mettre du biocarburant. Oui, mais si du coup, mon champ de blé qui était pour nourrir les gens, puisque ça rapporte plus de faire de l'essence, je vends de l'essence avec, à la fin j'aurai une voiture qui roule, mais j'aurai plus à manger. Donc on voit bien, voilà, il n'y a pas de solution simple. Et là encore, Danone, P&G, Henkel, c'est pas des salauds. Ils savent très bien qu'ils ont des choses à changer. Sauf que, vu les volumes qu'ils ont, trouver des alternatives qui sont possibles sur cette taille de volume de produits, c'est pas simple. Et c'est pas simple de ne pas avoir des effets de bord encore pires que les effets initiaux. Alors on voit bien qu'il y a un sujet aussi sur l'authenticité et qui va finalement de pair avec la proximité. C'est je veux savoir d'où ça vient, est-ce que c'est transparent sur la provenance, sur l'origine, les conditions où ça a été fabriqué, récolté, transporté, comment sont traités les travailleurs. Et donc là on voit certaines marques comme DCM, donc qui est en Australie, aux États-Unis, au Canada, c'est une marque de Toronto à la base, elle qui essaie quasiment de vous revendre le produit cosmétique dans sa version presque brute. Donc on voit les échantillons, ça ressemble presque à des formules de pharmacie. Les magasins sont très sobres. Le nom des produits, c'est presque la formule chimique. Donc là, c'est dire on enlève les égéries, on enlève l'emballage, on va vous vendre vraiment le concentré de formule et d'efficacité, et en étant très transparent sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est intéressant, il y a une nouvelle marque qui est incubée à Station F qui s'appelle Typologie. Typologie, il faut savoir que son fondateur Ning Li, c'est quand même lui qui a
lancé Made.com juste avant. Donc il a réussi quand même à monter une boîte qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant des meubles sur Internet. C'est pas le truc le plus simple à faire de vendre des meubles sur Internet. Donc là encore, là où beaucoup de marques disent oui, mais nous on est spéciaux, on a un savoir-faire, et puis vendre de la cosmétique en ligne, c'est compliqué. Peut-être, je dis pas que c'est simple, mais ça va être intéressant de voir comment un pure player qui a réussi à vendre des canapés sur Internet va ou pas réussir à vendre des produits. Alors lui, il est un peu malin, c'est qu'il est reparti plutôt sur une sélection assez limitée de produits et en repartant des produits qui demandent le moins de produits chimiques à l'intérieur. Donc du coup, ça lui permet aussi de dire que voilà, on a des produits plus sains, etc. Parce que sur certains types de produits, c'est assez facile à faire. Everlane, c'est une sorte de Gap aux États-Unis et eux, ils jouent tout leur ADN d'entreprise et sur la transparence. Donc eux, ils sont transparents surtout. Vous regardez un produit sur l'étiquette, il y a carrément combien sur ce prix de vente, combien va aux matériaux, combien va au travail, combien va aux douanes, combien va au transport. Donc ils ont carrément leur PNL qui est ouvert avec leurs clients. Ils vont même jusqu'à partager d'où vient, dans quelle usine c'était fabriqué. Il y a la fiche technique de l'usine, des interviews des gens de l'usine, que ce soit les employés, les directeurs. Donc eux, ils disent, nous, on veut être en confiance avec nos clients. Donc du coup, on va rien leur cacher. On va leur montrer tout ce qu'on fait, nos progrès. Donc voilà, c'est une façon de faire. Alors évidemment, on a toutes ces nouvelles applications. Là, je vous en ai mis quelques-unes à l'international pour scanner tout ce qu'on achète dans les magasins. Alors ça peut être les produits alimentaires comme les cosmétiques. Évidemment, on connaît tous Yuka sur l'alimentaire en France qui commence à aller vers la cosméto. On a Candice qui est cachée au fond qui, elle, s'occupe de Clean Beauty. Donc Clean Beauty qui est une des premières apps pour pouvoir scanner les produits. Alors avec quand même une différence, c'est que Clean Beauty derrière, il y a un laboratoire pharmaceutique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment aller vérifier les ingrédients derrière. Et donc, si déjà vous aviez peur de vous faire cartonner par les clients qui se rendent compte que certains de vos ingrédients ne sont pas forcément très bons pour la santé. Maintenant, eux, ils ont une deuxième partie en B2B qui s'appelle Beautylytics et ils proposent carrément maintenant aux distributeurs. Donc je ne sais pas, ils avaient fait un deal avec Auchan, mais ça pourrait être Sephora ou d'autres. Et demain, c'est carrément le distributeur qui lui-même va vérifier aussi vos ingrédients. Parce qu'ils disent de toute façon, comme vous vous ferez allumer par les clients finaux, autant que je ne vous référence pas directement. Donc ça veut dire que ça va être la double pénalité. Si demain vous n'êtes pas vertueux, vous allez vraiment vous faire attraper. C'est que le client a moyen de le savoir, le distributeur a moyen de le savoir, donc de toute façon, je veux dire, même si vous êtes ultra capitaliste, vous avez intérêt à devenir plus green. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vraiment perdre du chiffre d'affaires, vous allez vraiment perdre la confiance, et vous aurez beau mettre des formules compliquées que les gens ne comprennent pas, aujourd'hui, ils vont avoir des moyens de lire les choses. Oui ? D'accord. Les qualités de fabrication. Donc ça bouge. Alors sur l'inclusion, ça c'est intéressant aussi parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup dans le luxe. On va être très franc, dans le luxe, il y a quand même une certaine exigence sur ses clients. Si vous êtes trop gros, vous ne rentrez pas dans les vêtements, bon, sauf si on les vend à Dubaï. Et puis si vous êtes un peu trop moche et puis un peu trop handicapé, vous ne nous intéressez pas trop. Et donc, il y a quand même une difficulté à accepter la diversité des clients. Et donc ça, c'est Tommy Hilfiger. Alors, faut savoir que Tommy Hilfiger, il a 7 enfants, il en a 3 qui sont trisomiques.
non, autiste, pardon. Et donc, forcément, il a été touché assez personnellement et s'est quand même rendu compte que du coup, quand on est autiste, ne serait-ce que fermer un bouton, des fois, ou certains détails, c'est vraiment pas adapté. Donc, il a d'abord fait une série pour les enfants. Et là, depuis maintenant, il a une nouvelle gamme, mais c'est hyper intéressant même dans la façon dont il l'a fait. Donc, c'est une gamme qui s'appelle Tommy Adaptive. Alors, elle est disponible qu'aux États-Unis. Il faut un VPN si vous voulez aller sur le site pour le trouver. Et là, au lieu de dire j'ai décidé, voilà comment on va faire, ils ont dit non. Il a fait une plateforme avec 1000 personnes handicapées. Parce qu'en fait, la difficulté d'un handicap, c'est que c'est très varié. Il vous manque un doigt, pas le même. Enfin, il y a vraiment une variété de handicaps malheureusement très très large. Et donc, il a dit ok. Qu'est-ce qui vous pourrit la vie? Qu'est-ce qui vous empêche de vous habiller correctement quand vous êtes dans un fauteuil roulant, quand vous êtes en béquille, quand vous êtes unijambiste, etc. Et avec tout ce feedback-là, il a créé une gamme, donc qui est vraiment une gamme Tommy Figure, avec voilà, le côté très sympa de la marque, etc. Et donc, vous voyez les détails, effectivement, si je suis assis, ça me sert trop, je vais pouvoir dégrafer. Là, je vais pouvoir facilement rentrer ma prothèse ou autre, parce que je vais pouvoir dégrafer mon jean slim. Il y a tout un tas de détails qui vont aider la vie de ces gens-là, et c'est pas une fois pour faire une campagne. Ça fait déjà 2 ans que la collection existe. Chaque année, ils sont en train de rajouter, je crois, des soutiens-gorge, enfin, des nouveaux types de produits avec voilà, des fermetures plus simples, du retour. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est assez rare aujourd'hui que les marques de luxe reconnaissent encore les choses. On a Chanel qui vient juste de prendre sa première égérie transsexuelle. Voilà, on a une reconnaissance de la diversité, de la complexité des clients et du monde qui est en train d'arriver jusqu'au luxe, qui était encore un peu un endroit où bon, fallait pas trop que ça dépasse jusqu'à maintenant. Donc ça change. Voilà à quoi ça ressemble. You know that I got it, paper in my wallet. That might be why I keep on buying crap I don't need. I can make it happen, can you hack it though? You know the pace, you know the pattern though. Oh, you know that I'm hot like. Don't front, she love it when I drop that swag. Every single thing I do it with swag. Yeah. Donc c'est plutôt chouette de voir ça. Alors aussi sur la reconnaissance des sujets tabous dont on ne veut pas trop parler, donc entre autres sur les règles, ça c'est Things qui fait un gros boulot, que ce soit online ou avec des points de vente assez drôles, assez... voilà, l'idée c'est de dire les règles c'est un truc normal de notre corps, on va arrêter de se cacher, on va en parler normalement, on va développer des produits pour ça. Donc c'est Redesign Your Period et voilà, qui va essayer de décomplexer complètement la parole par rapport à ça. Il y a une autre marque qui est My Holly aussi qui est sur le même sujet et entre autres aussi avec des produits moins dangereux puisqu'on sait que sur les tampons il peut y avoir des chocs toxiques. Il y a eu vraiment plein de choses qu'on a découvert récemment et dont on n'aurait pas parlé avant parce que personne ne voulait parler de ces sujets-là. Mais on voit que voilà, il y a des nouvelles générations de marques qui peuvent aller parler de sujets qui paraissaient encore un peu tabous il y a quelques années. La blockchain qui est aussi une des pistes pour la traçabilité. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir assurer que de la production au produit fini, on sait ce qu'il y a à l'intérieur et on sécurise la donnée. Alors, super sympa sur le papier, dans la réalité un peu plus complexe parce que d'abord, est-ce que la data qu'on a rentrée dans la blockchain au début est vraie ? Parce que sinon, on est sûr que notre mensonge aurait bien été sécurisé du bout à la fin, mais voilà. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que plein de produits sont eux-mêmes des mix de produits transformés. Enfin, je vous donne un exemple juste des smacks. C'est pas on a pris des grains de blé dans le champ, on les a mis dans le miel et on les a vendus. C'est en fait du blé qui a été séparé en 6 ou 7 matières, de l'amidon, de la farine, du machin, qui a été de différents producteurs, qui a été rassemblé, remélangé. Donc du coup, je remonte jusqu'où dans mon sourcing. Je remonte jusqu'au textile, je remonte jusqu'au bouton, je remonte jusque... Donc on voit bien que c'est pas si simple, même si ça va aider. Mais là encore, il n'y a pas de solution simpliste. Et puis après, on voit bien, LVMH a lancé sa solution de blockchain. Il y en a d'autres qui essaient d'en proposer en externe, mais en même temps, toutes mes données, c'est quand même des informations très stratégiques sur mes volumes, sur mes collections. Donc on voit bien qu'il y a un besoin. Il y a potentiellement une solution. Maintenant, c'est quoi le modèle économique? Combien ça coûte? Qui le fait? Est-ce que je le fais en interne? Est-ce que je le fais avec une industrie ou un secteur complet? Voilà, il y a des solutions pas toujours encore simples, mais ça avance dans le bon sens. On voit bien qu'évidemment, plus il y a de e-commerce et plus il y a de plateformes sociales, plus ça booste la contrefaçon.
Parce qu'à partir du moment où je peux commander sur Amazon, et d'ailleurs Amazon, vous avez tous vu qu'il y a plein de produits qui sont vendus, en fait pas réellement par Amazon, par des gens qui revendent sur Amazon. Donc en fait, c'est pas toujours très simple, même pour Amazon, de savoir si c'est un vrai produit. Et voilà, bon, on avait eu avant les problèmes sur eBay, mais aujourd'hui on cite Amazon, mais vous avez vu tout à l'heure avec Vincent, il y a Wish, il y a tout un tas où c'est carrément le fabricant en Chine qui a même pas de marque, qui vous vend une sorte d'ersatz du produit et qui le vend en direct pour quelques euros à l'autre bout du monde. Et évidemment que ça ressemblera jamais à un produit de luxe quand ça arrivera. Mais sur le papier, c'est autant de produits copiés qui utilisent les choses. Et même sur Instagram ou avec le dropshipping, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, allez chercher sur dropshipping et c'est carrément des Instagrammeurs qui vont vous dire je lance tel produit. En fait, ils trouvent le fournisseur en Chine et en fait, ça passe même pas par chez eux. En fait, ils font de la prise de commande comme de l'affiliation. Et souvent, c'est assez déceptif. Et puis, c'est des produits qui viennent de Chine avec, là, vraiment bas de gamme pour le coup, avec aucun contrôle de qualité, de sécurité ou autre. Donc, on voit évidemment dans le luxe, l'idée, c'est de pouvoir authentifier les produits. D'ailleurs, sur le marché de la seconde main, ça sera un vrai sujet aussi, de pouvoir vérifier que c'est des vrais produits. Donc, demain, pourquoi pas avec une puce RFID ou avec voilà, tout un tas de choses. Deuxième sujet, la data, l'IA et la customisation. Donc on est, à un moment, on a tous envie d'être différents. Alors nous déjà c'est pas mal, mais alors les millennials ou la Gen Z c'est encore pire. Hein. On a tous l'impression d'être unique. On se met tous en scène sur les réseaux sociaux. On veut tous se différencier. Et donc évidemment, pour se différencier, on veut pas forcément les mêmes produits que tout le monde. Voire dans certains cas, on veut le produit, prendre une photo avec, et limite on rend sans l'acheter parce que finalement on en avait besoin une fois pour faire une photo Instagram. Donc on voit que de plus en plus, il y a des idées de pouvoir par exemple vous proposer une sélection personnalisé pour vous, où je vais m'abonner, on va m'envoyer une sélection de produits, je vais garder ceux que je veux acheter et pas les autres, et au fur et à mesure, plus on comprendra ce que je renvoie, mieux on pourra m'envoyer une sélection de produits personnalisés. Je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, avoir de l'info sur un produit que j'ai vu dans une vidéo, donc là c'est rendre les vidéos interactives pour pouvoir acheter. Donc avant j'avais l'e-commerce d'un côté, le branding de l'autre, là je vais pouvoir mixer les deux. C'est finalement inventer des nouveaux produits grâce à la data. Si vous prenez Neutrogena, avant ils vendaient la même crème pour tout le monde, je produisais ma crème en masse, voilà. Finalement aujourd'hui, grâce à ce petit device, je vais pouvoir scanner ma peau. Alors chez L'Oréal, ils arrivent même maintenant à faire des choses sans device, et je vais du coup pouvoir vous fabriquer un masque beauté avec les bons produits au bon endroit par rapport à la donnée de votre visage. Donc je ne vends plus une crème, je vends un produit, enfin un soin sur mesure grâce à la data. Alors je ne l'aurai pas forcément instantanément en magasin, quoique un jour j'aurai peut-être une imprimante à masse de beauté dans le magasin, mais une fois que j'ai ma référence, et du coup en échange de la référence, je vais récupérer de la data. Donc je vais vous connaître en termes de CRM, en termes de besoins, alors qu'avant je vendais en pharmacie ou chez Auchan, et puis j'avais aucune info sur le client final. Donc c'est là où vraiment il y a des nouveaux usages à développer, et c'est là où, à mon avis, dans le haut de gamme et dans le luxe, ça devrait vous parler, parce que faire du sur-mesure, c'est quand même votre métier. Donc là, je vais pouvoir le faire pas juste parce que j'ai rencontré la personne, mais à distance avec de la data. On a Prose, qui est un ancien de chez L'Oréal, qui l'avait proposé chez eux, ils n'en ont pas voulu. Enfin, en général, L'Oréal, ils attendent que ça marche ailleurs et après ils rachètent. Bon, en même temps, c'est pas forcément un mauvais principe, hein, ils disent on le fait en interne, on va le tuer, donc on laisse les gens démarrer, quitte à le racheter plus cher plus tard. Et là, en fait, vous allez faire un diagnostic de votre cuir chevelu et il va vous créer un shampoing sur mesure. Parce que chacun, on n'a pas le même cuir chevelu, on n'a pas la même couleur de cheveux, on n'a pas sur tout un tas de choses. Et donc, je vais vraiment avoir un shampoing sur mesure. Donc là, plein de nouvelles marques qui sont en train de lancer des soins sur mesure. Lancôme, le teint particulier. Donc là, c'est carrément, je vais me faire scanner, alors chez Sephora ou chez d'autres, et on va me créer un fond de teint unique et sur mesure, enfin unique, il y a 72 000 teintes. Avant, ils avaient une gamme de 50 teintes, ce qui était déjà énorme, hein. C'est pas tout le monde qui peut fabriquer 50 variétés de leurs produits. Mais ils se sont rendus compte que aujourd'hui, voilà, on est de plus en plus métissé, notre peau même entre quand on va sur la plage l'été et le reste du temps, et donc du coup, mais là, ce qui est fort, c'est qu'ils peuvent le faire en point de vente. Ils ont fait une machine qui fait à peu près 1 mètre cube et qui est capable de fabriquer sur le point de vente le produit sur mesure. Donc ça change complètement les choses, parce que si je suis un concurrent et je dis moi j'ai 10 couleurs,
et que je viens dans le magasin et qu'il grâce à Lancôme, j'ai 72 000 variétés différentes, vous imaginez à quel point ça change les choses. Et peut-être que, entre guillemets, pour les plus blancs d'entre nous, on n'a pas de souci parce qu'on est un peu les plus génériques. Mais pour tout un tas de gens, avoir un fond de teint qui n'est pas vraiment de la bonne couleur, c'est super désagréable. Et à la fin, ça fait beaucoup de monde. Et d'un seul coup, si sur tous ces gens-là, qui sont peut-être que 20 ou 30 ou 40% du marché, il n'y a aucun concurrent, ben, ça fait un gros marché, en fait, plutôt que se battre tous pour avoir... Alors, on peut fabriquer aussi sa cosmétique sur mesure. Donc ça, c'est un petit peu le Nespresso. Vous allez mélanger différentes choses et ça va créer de la cosmétique. Alors, on pourrait se dire, au-delà du côté un peu gimmick, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les 3/4 de votre pot de soins, mesdames, eh ben, les produits ne servent à rien. Enfin, ils ne servent pas à rien, ils servent à conserver les produits pendant longtemps en termes de texture, en termes de... Enfin, il faut que ça soit joli. Mais en fait, les produits le soin réellement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est peut-être 10 ou 15% des produits. Si du coup, je peux les créer à la demande et que je ne les conserve pas, ben, je peux enlever toute une partie des produits chimiques qui servent en fait pas réellement à soigner ma peau, voire qui ne sont pas très bons. Donc là, c'est intéressant aussi, c'est de dire, soit j'achète un pot, je le garde pendant 3 ans, il y a plein de produits pour le conserver, soit je me fais des mini-séries sur mesure au fur et à mesure de mon besoin chez moi. Alors je peux aussi me faire 3D printer mes ongles, hein, si vous voulez être au top de la customisation. Donc bon, pourquoi pas, mais en Asie, ça cartonne. Vous pouvez faire votre cosmétique, alors là, c'est encore plus en mode artisanal. Donc là, c'est un peu tendance de je refais mes produits, je refais mon savon, je refais mon shampoing, mais on va quand même avoir un petit appareil, une balance et des choses qui vont m'aider. C'est un peu le Magimix de la beauté, quoi. C'est des Français et Beautymix, c'était au CES. On va avoir toute la partie analytics. Alors 2 startups hyper intéressantes, Euritech, et qui bossent beaucoup avec LVMH et Picasso Lab. Ces 2 startups-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles scannent toutes les photos des réseaux sociaux et grâce à de l'IA, elles sont capables de détecter des produits à vous et elles sont capables de vous dire, donc sur des gros volumes, ce mois-ci, vos produits, ils étaient plutôt dans les photos à 60% à la plage. Et d'ailleurs, les autres marques présentes avec vos produits à la plage, c'est plutôt ça, ça et ça. Et d'ailleurs, on voit que les gens, ils boivent du rosé sur ces photos-là. Et donc, ça vous fait tout votre planning strat at scale. Ça vous dit en temps réel, sur des volumes assez gigantesques, par pays, par âge, voilà, dans quel contexte les gens se mettent en scène avec vos produits ou les produits concurrents. Vous imaginez un tout petit peu la puissance du truc. Ça va jusqu'au coloris, vous voyez, hein, c'est quoi les couleurs en ce moment qui sont tendance, quel sac à main les gens y portent, comment ils sont habillés, quelle activité ils font. Donc c'est assez génial. Et puis là, Picasso Lab, ça va aller jusqu'à vous aider aussi sur vos posts ou vos contenus, à vous aider à savoir quels sont les types de contenus qui cliquent, qui fonctionnent le mieux. Est-ce que c'est une photo urbaine? Est-ce que c'est des photos avec des gens, pas de gens, de tel âge, de tel sexe, habillés de telle ou telle manière, et l'évolution dans le temps. Donc ça, c'est vraiment très puissant en termes de data, ce qu'on peut faire derrière. Launchmetrics est un autre outil pour agréger un peu vos métriques, que ce soit vos samples, les influenceurs, les réseaux sociaux, tout ça intégré. De l'Instore Analytics, bon, je vous ai mis aussi, mais il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est toujours le Graal de se dire demain, je vais pouvoir comprendre ce qui se passe dans mon point de vente. Allo Media qui fait de l'analyse là, de voix sur votre service client. Donc comprendre ce qui se passe sur votre service client, sur quel sujet les gens s'énervent ou s'énervent pas, l'intonation qu'il y a derrière, pour enrichir en fait les fiches et mieux comprendre ce qui se passe. La customisation, effectivement, ça fait des années que Nike propose de customiser les chaussures. Maintenant, ils en font même des activités où vous pouvez aller booker 1 heure avec vos enfants pour aller customiser vos chaussures. Converse fait la même chose à Broadway. Gillette vous propose de customiser le manche de votre rasoir. Comment on a fait sans ça jusqu'à maintenant, je ne sais pas. CoverGirl, donc, qui est un peu comme Sephora à New York, vous propose d'aller customiser une trousse beauté. Donc là, vous le faites dans le magasin, vous customisez en temps réel et en 30 minutes, il vous imprime le produit customisé. Bon, évidemment, encore du miroir. Là, on voit Perle tester du maquillage, ce qu'on retrouve déjà chez Sephora depuis pas mal de temps. Voilà, donc une interface assez simple. Je vais pouvoir customiser mon produit. Donc Vincent est en train de faire une trousse pour sa fille. Voilà, donc plutôt sympa. Je fais hop en temps réel, je peux rajouter des petits logos, des pictos. Voilà.
et me faire imprimer les choses. SK2, eux, ils essaient un peu de faire un nouveau concept où je vais pouvoir me scanner. Ça va analyser ma peau, vous donner un score. Alors là, ça vous donne sur un certain nombre de critères votre peau a 55 ans, c'était pas moi. Effectivement, après, va avec des présentoirs, avec de la projection, un peu à la Perch, vous montrer quel produit il vous conseille pour améliorer votre peau. Chez Levi's, alors eux, ils le font à l'ancienne. Vous avez carrément la personne, vous voyez, avec sa machine à coudre qui vous rajoute des badges et autres sur les choses. Mais après, sinon, vous avez quand même l'écran avec le t-shirt, vous pouvez customiser et vous faire imprimer en 30 minutes. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre. Chez Coach, comme on est dans le luxe, là, on fait de la custo, mais vous voyez quand même avec un artisan qui le fait à votre place, qui va mettre vos initiales ou autres sur le produit. Et puis, pour terminer, la user experience, pas oublier quand même que ce magasin, c'est un lieu d'expérience et donc comment aujourd'hui on peut changer un peu les choses. Donc à Vivatech, Moët Hennessy a montré pas mal de petites choses assez sympas. Alors vous avez là, ça vous dessine sur la mousse de votre cocktail le logo, votre nom, votre tête ou ce que vous voulez. Ils ont fait un conseil virtuel mais qui n'est pas comme Alexa ou Google Home. Voilà, il est vraiment animé. Enfin, on peut vraiment lui donner une âme et créer de l'émotion. On a l'impression d'avoir un cartoon qui nous accueille dans le point de vente. Et Quantum qui vous permet de faire des cocktails automatiquement. Donc vous savez, vous allez tous aller dans un bar en attendant 25 minutes que le mec mette son petit truc avec 3... Voilà, bon, là au moins ça va plus vite. Vous attendez pas au bar et c'est fait directement. Évidemment, pas mal de choses autour du magasin comme un média. On se rend compte que finalement, et ça coûte très cher un point de vente. Aujourd'hui, avec la baisse du prix des écrans, des projections, etc., on peut vraiment utiliser cette vitrine même quand elle est fermée pour en faire un support de contenu. Donc là, c'était par exemple une créatrice avec une galerie d'art, Mélissa, à Broadway. En plus, ils ont mis des miroirs en bas, donc ça fait vraiment un espèce d'effet écran géant. Alors avec quand même le challenge, c'est que de temps en temps, on avait vu ça chez Zara à Broadway, vous avez un écran géant et à la fin, il y a un gif animé dessus. Parce que en fait, c'est pas le tout d'avoir l'écran, c'est qu'il faut avoir cette direction artistique et ligne éditoriale de qu'est-ce que j'y crée et comment je crée de l'animation, du contenu en plus. Chez Sephora, je le disais, ça fait longtemps qu'il y a déjà de la réalité augmentée pour pouvoir tester du make-up. Ce qui est intéressant entre deux magasins, un plus récent, c'est que le dernier, il n'y a même pas besoin d'appuyer pour sélectionner, il suffit de cligner des yeux et ça vous fait des looks différents. Donc là encore, ça évite d'appuyer sur l'écran, donc ça évite de salir l'écran, donc ça évite de nettoyer l'écran, parce qu'en fait, un des vrais problèmes sur le tactile, c'est ça, entre la résistance, les pannes et la saleté, c'est pas toujours très apprécié par le staff. Moyennant quoi quand même, il y avait plein de trucs très sympas chez Sephora. On s'est pris une belle leçon par une des vendeuses qui était phénoménale. Et au bout de 5 minutes, on regardait ni les écrans, ni les bornes. On était pendus à ses lèvres et elle nous a fait un show pour nous raconter et tout son métier. Donc ça montre que oui, évidemment, la techno, c'est important. Mais finalement, si on a un staff passionné, passionnant et qui adore son boulot, c'est quand même pas mal, finalement, quitte à aller dans le magasin. Alors Sephora, ils testent énormément de choses, des galeries digitales, des chatbots, la réalité augmentée. Je peux scanner mon visage justement pour me dire donc je vais scanner à 3 endroits différents, mon cou, ma joue, mon visage, pour me dire les produits qui vont être compatibles avec ma carnation. Donc là, c'est vraiment de la configuration. Aussi pour les parfums, donc on voit qu'ils testent pas mal de choses. Le cas de Casino, je vous invite vraiment à aller le voir au rond-point des Champs-Élysées. C'est un concept store de Casino qui est un peu... Ils testent beaucoup de nouvelles choses en termes de supermarchés. Donc, ils ont entre autres travaillé avec Brian Sings, qui est une des startups françaises qui a le plus d'expérience aujourd'hui en retail connecté. Ils travaillent énormément avec le luxe, Hermès, Yves Saint Laurent, Armani, Chanel et d'autres. Et donc là, ils ont fait un moteur de recherche physique. Donc en fait, vous êtes avec une tablette, vous dites je vais acheter un alcool entre 10 et 20 euros qui sent le caramel, et au fur et à mesure, ça éteint les lumières. Et à la fin, ça vous aide à trouver les 3 bouteilles du bon alcool que vous voulez. Donc ça, c'est assez sympa. Et il y a 22 qui, dans ce même espace, est en train d'essayer de tester l'équivalent d'Amazon Go. C'est-à-dire qu'à terme, le magasin soit capable de comprendre qu'est-ce que vous prenez et de vous débiter automatiquement. Donc pour le moment, ils sont encore en scan and pay, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois encore scanner à la main et payer dans mon app, mais ils sont en train de comparer ce qui
sauraient faire automatiquement si c'était entièrement automatisé. Aujourd'hui, ils sont entre 10 à 15% d'erreurs, mais chaque mois, ils sont en train d'améliorer l'IA. Et aujourd'hui, ils en arrivent à ce que sur la majorité du magasin, ça va, mais par exemple, sur les épices, c'est encore des très petits contenants, ça soit encore un peu compliqué. Et ils ont encore un challenge, c'est que dans un supermarché, vous avez constamment des nouvelles références, avec les promotions, les packs, les offres, etc. Donc ils se disent qu'ils vont certainement à terme lancer des pop-up avec 200 références standards les plus populaires, et puis qu'à terme, on fera l'hypermarché un peu plus tard. Parce qu'il y a trop de refs. Alors on voit beaucoup de choses avec des robots, toujours très gimmick, ou avec des hologrammes. Et en fait, on s'aperçoit surtout, dès qu'il y a du monde, c'est qu'en fait, la voice en point de vente, c'est une catastrophe. Dès qu'il y a du bruit de fond, vous allez voir tout à l'heure, on testera 2-3 enceintes, dès qu'il y a un peu de bruit de fond, ça ne marche pas très bien. Donc attention aux fausses bonnes idées. Il y a des choses aussi plus simples, glossière par exemple. C'est vraiment le côté expérientiel de est-ce que votre point de vente est instagrammable ? Finalement, c'est presque comme une galerie ou une exposition. C'est pas forcément très digital, mais c'est rendre le truc un peu fun, un peu visuel, qui donne envie aux gens de se prendre en photo. Ce qui passe aussi par est-ce que ma lumière est faite pour me prendre en photo. Parce que souvent, j'ai des spots. Les spots, ça vous fait des énormes cernes, ça vous fait des photos dégueulasses. Donc, non, mais ça paraît aussi bête que ça. Donc, au lieu de faire des écrans interactifs 3D hologrammes, des fois, c'est juste d'avoir bien pensé sa lumière pour que ça soit, ça vous rende beau, ça vous donne envie de vous prendre en photo dans le point de vente. Lululemon qui propose un espace, alors dans certains magasins ils vont pousser les produits le midi, dans d'autres ils ont carrément un espace dédié pour faire du yoga, du coworking space, des salles de lecture, donc se dire c'est pas juste un point de vente, c'est un centre communautaire, c'est vraiment un lifestyle, je veux que les gens adhèrent. La dernière marque qui est encore un cran au-dessus, c'est Allo Yoga, donc là il y a vraiment, j'ai magasin, centre de sport, enfin cours de yoga et bar avec, vous pouvez boire de l'herbe, enfin des trucs et des graines. Donc voilà, là ils sont vraiment dans le lifestyle complet derrière tout ça, et j'ai quasiment terminé. Donc tout ce qui va fluidifier l'achat, donc pouvoir prendre ces mesures quand on est en e-commerce, c'est pas évident, pouvoir essayer de projeter les vêtements sur soi et se rendre compte ou pas, est-ce que ça marche. Alors ça fait déjà quelques années qu'il y a plein de choses, mais ça s'améliore de plus en plus et ça devient de plus en plus propre. Alors là, petite question pour vous, combien de temps par an utilisez-vous votre mobile ? Il y en a, on devrait leur dire combien de temps ils n'utilisent pas leur mobile. Alors, je ne sais pas si tout le monde se rappelle de l'URL. Bon, je vais vous donner la réponse et puis on va s'arrêter là. Il y en a qui sont à fond, 40 jours, il y en a qui n'ont pas détaché pendant les vacances. Romain, si tu peux me redonner la main sur les slides. Voilà, c'est 33 jours. Donc réfléchissez quand même, cette année vous avez passé 33 jours sur votre mobile. Donc posez-vous quand même la question, combien de temps vous avez vu vos enfants, votre mari, votre femme ou vos amis. Et puis juste, et on terminera là-dessus, ce qui est quand même intéressant sur cette expérience en point de vente, souvent on s'est dit on va la digitaliser. On a tous vu beaucoup de bornes, d'écrans interactifs, etc. Nike, qui est quand même très en avance depuis longtemps, est en train de revenir en arrière d'une manière un peu différente. Donc là, si vous allez à Broadway ou à la 5e avenue, dans les deux flagship stores, en fait, ils ont quasiment tout remis dans des apps mobile, en disant on va proposer différents types d'achats. Je peux acheter sur internet et me faire livrer dans un casier que je vais déloquer avec mon mobile. Donc là j'arrive, je parle à personne, je viens chercher mon produit. Je peux booker vraiment une session avec quelqu'un qui va me conseiller pendant 1 heure. Je peux voir une tenue complète et en un clic récupérer dans mon panier tout ce qu'il y a sur le mannequin. Ou je peux aller au -1 et là il y a les produits les plus populaires et je peux scanner et payer moi-même les produits sans parler à personne. Mais par contre ils ont tout remis dans des apps en se disant finalement c'est beaucoup plus facile de mettre à jour une app que remettre à jour un kiosque, du hardware dans plein de magasins. En plus ça tombe en panne, ça s'abîme, etc. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on adore la tech,
mais finalement, ce qui compte, c'est quand même qu'est-ce qui simplifie vraiment le besoin du consommateur. Et je conclurai juste, vous aurez 2-3 petites choses sur la voice à la fin, par un point qui est important, c'est de se dire que oui, la technologie, c'est important, mais n'oubliez pas le principal, le non-recyclage, le manque de transparence ou d'éthique, le développement non durable, le non-respect de la privacy, les fuites de données, la manipulation de l'opinion, la pollution. Enfin, vous voyez, il y a quand même plein de gros sujets en ce moment sur lesquels aussi, là, peut-être que personne ne vous demande de faire un écran interactif, mais à l'inverse, beaucoup aimeraient savoir un peu plus ce que vous faites en termes de pollution, de développement durable, de sourcing, de respect de vos fournisseurs ou de la fabrication. Et même si c'est diffus et qu'il n'y a personne qui vient protester devant vos magasins, c'est en train de monter. Donc attendez pas que vous perdiez vos clients là-dessus, en se disant que finalement, le socle de base du commerce et de l'humanité, c'est la confiance. Sinon, je vous entretuerai pour voler vos affaires, ça irait plus vite. Donc si a priori on veut vivre ensemble en ville ou faire du business, faut qu'à un moment on se respecte et qu'on se fasse confiance, et que chaque fois que vous répondez pas à ces questions qu'on a vues juste avant, en fait vous faites baisser la confiance dans votre marque par les gens, et donc vous abîmez votre business, surtout sur le long terme. Donc au-delà de la transformation digitale, le prochain gros challenge, ça sera vraiment ce sens et cet impact positif qu'il va falloir aller chercher, améliorer, éprouver avec vos clients. Voilà, on va s'arrêter là et on va enchaîner. Je te laisse le micro. Merci beaucoup, on peut l'applaudir.